François Durobré, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du département de l'Essonne. Jusque-là, ça va. Vous avez annoncé récemment le lancement des cars express pour décarboner une partie des transports. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement en quoi ça consiste? C'est qu'on a la chance, là, dans les années qui viennent, d'avoir un nouveau réseau de métro qui va arriver 200 km du Grand Paris Express. Et c'est une opportunité extraordinaire pour les territoires qui vont être desservis, ceux de la Petite Couronne, du Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, etc. Et il ne faut pas que ce métro soit une nouvelle frontière entre les territoires les plus denses et la Grande Couronne. Il faut au contraire que ce nouveau métro soit utile pour tous. Or, très concrètement, dans des départements comme le mien, l'Essonne, on ne va pas avoir de métro ou de tramway pour desservir des zones d'habitat peu denses. Parce que les cars express, c'est une solution à la fois plus simple à mettre en œuvre, plus rapide, beaucoup moins coûteuse, parce que la route elle existe déjà, et qui a un effet économique et écologique qui est génial, parce que les cars express, concrètement, c'est la possibilité pour ceux qui vont les emprunter de dépenser 10 fois moins pour leur mobilité que s'ils utilisaient leur voiture. Et derrière, il y a une promesse, c'est de se dire qu'on passe d'un temps de trajet qui est contraint, et je pense que c'est aujourd'hui le vrai problème en Ile-de-France. Vous passez 2 fois plus de temps dans les transports pour aller travailler qu'en province. Et demain, ce temps qui est contraint devient un temps utile parce que vous pouvez lire, vous pouvez regarder un film, vous pouvez bosser. Mais alors, par rapport typiquement au RER, on voit des images parfois, notamment pendant les périodes de grève ou autres, de RER bondés. Là, on va limiter le nombre de personnes qui peuvent rentrer dans le car express? Limité dans le sens où il pourra y avoir personne debout. Voilà, les cars vont emprunter des voies express, ils ont vocation à aller vite. Et donc la réglementation, et c'est très bien, interdit que des personnes soient debout sur la route. Donc il y aura forcément l'assurance d'une place assise. Le projet sur lequel j'ai bossé avec Valérie Pécresse, c'est la création de 45 lignes. Mais il y a déjà une dizaine de lignes qui existent en Ile-de-France. Très bien. Et alors vous dites que ça peut économiser entre guillemets les trajets de jusqu'à 75 000 voitures au quotidien. Comment on fait ce calcul concrètement? Vous avez en moyenne 1,23 passagers par véhicule aujourd'hui. Ouais. Donc 75 000 véhicules, ça veut dire 100 000 passagers. 100 000 passagers, 45 lignes, ça fait à peine plus de 2 000 passagers par ligne, alors que les 45 lignes qu'on propose vont à un potentiel bien supérieur. Là aujourd'hui, la dizaine de lignes, c'est combien de personnes par ligne? La ligne par exemple Brest-Sous-Forges, Massy, enfin Dourdan-Massy, c'est 4 000 usagers par jour. La Défense, on est à 7 000 par jour. Mais sur la plus grosse ligne qui n'est pas en Ile-de-France, qui est Marseille-Aix-en-Provence, on est à 8 000 personnes par jour. Ah oui, d'accord. Donc quand je dis 75 000 véhicules en moins, c'est vraiment un plancher. Alors, il y a Marseille-Aix et l'idée, c'est de pouvoir généraliser au fur et à mesure un peu partout sur le territoire national. Je me suis assez rapidement rendu compte que c'était une solution qui n'était pas uniquement pour l'Île-de-France, qui valait pour le rapport de toutes les grandes métropoles françaises avec leur périphérie. Et c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays à l'étranger, en Amérique latine, aux États-Unis, en Espagne, à Madrid, plus proche de chez nous. Il y a des dizaines de lignes qui permettent de relier Madrid avec des capacités qui sont très fortes. Et pourquoi ce qui existe à l'étranger ne serait pas faisable en France? On se rend compte que finalement, il y a d'abord une question d'idées, de volonté politique, et puis il y a quelques contraintes techniques derrière, mais je suis persuadé que dans quelques années, il y aura beaucoup de lignes de car express en France. En tout cas, c'est la volonté du gouvernement qui est en train de préparer un plan car express à l'échelle nationale. Toujours au sujet des transports, quelles sont les autres solutions de mobilité pour les zones un petit peu plus justement périurbaines, voire rurales, qui existent aujourd'hui pour décarboner? Vous parlez des zones rurales, moi je pense qu'on doit absolument rien s'interdire. Il y a évidemment le mass transit, les réseaux de RER en Ile-de-France ou de TER en province, où on a encore des capacités pour améliorer, pour qu'il y ait plus de personnes qui puissent les emprunter. Et ça, c'est le réseau magistral. Après, il faut y arriver à ce réseau magistral. Je ne vois pas d'autre solution que la route. Les transports, c'est 30% des émissions de gaz à effet de serre de la France. Mais la route, c'est 90% de ces 30%. Donc on a un enjeu fondamental sur la route, qui est un peu un angle mort des politiques publiques, parce qu'on dit c'est sale, etc., il faut faire le ferroviaire, 100 milliards sur le ferroviaire, mais quand bien même on va investir 100 milliards sur le ferroviaire, on aura toujours l'essentiel des déplacements qui se feront sur la route. C'est 83% aujourd'hui, ça sera peut-être 80% dans 20 ans, mais ça sera toujours majoritaire. Et donc, comment on fait pour que sur la route, on ait des modes alternatifs? On massifie. Il y a les cars express,
Mais les lignes de covoiturage, par exemple, me semble être une très bonne idée pour mettre plus d'usagers dans moins de véhicules. Et ça, c'est adapté aux territoires plus ruraux. Ça fonctionne du côté de Lyon, ça fonctionne même en Lozère. Là aussi, Île-de-France Mobilité pour l'Île-de-France est en train de se saisir du sujet et j'espère qu'il y aura des dizaines et des dizaines de lignes de covoiturage dans quelques années en Île-de-France. Au-delà des lignes de covoiturage, eh ben, il faut qu'on développe d'autres mobilités, notamment le vélo électrique a complètement changé la donne depuis qu'il existe. L'Essonne n'est pas un territoire de montagne, mais on a quand même quelques vallées et quelques plateaux. À vélo, c'était compliqué. Maintenant, le vélo électrique change complètement la donne et il faut qu'on s'engage sur des réseaux de pistes cyclables, mais aussi derrière sur une offre de location de vélo, sur du stationnement. Il faut repenser totalement la mobilité et le faire de façon additionnelle. Notamment aux abords des gares, etc. Oui, parce que les gares sont un super aspirateur d'usagers. Sécuriser en fait aux abords des gares, des endroits pour avoir soit son vélo individuel, soit de la location de vélo. Exactement. Au niveau du département, à l'échelle du département, hors mobilité et transport, tout le sujet de la transition durable, comment, en termes de gouvernance, on a la possibilité de l'opérer? On voit bien que dans les villes, les habitants sont très engagés sur la transition écologique, ils trouvent que c'est indispensable, etc. Mais à la campagne, c'est plus compliqué. Quand vous parlez d'écologie, les gens se disent on n'a pas envie d'y aller, parce que ça fait peur, parce que ça coûte de l'argent. Et donc, il faut qu'on trouve des modèles où la transition écologique est faisable avec des contraintes, mais aussi avec des opportunités, y compris des opportunités économiques. Et moi, ce qui me semble important à chaque fois, c'est de se dire, quand on change de modèle, comment on trouve un système qui est efficient économiquement, sinon ça ne marchera pas. Et donc c'est là où je pense que le département, mais il y a d'autres acteurs, mais le département peut être un bon acteur parce qu'on a à la fois la souplesse, la connaissance du territoire et on a une puissance. Le département de l'Essonne, c'est 1 300 000 habitants, 194 communes. Et donc vous voyez, je vous donne deux sujets. Aujourd'hui en Essonne, on ne produit que 6% de notre énergie. Grâce au sous-sol chaud qu'on a, on peut produire de la géothermie. Grâce à l'amélioration technique, on peut aujourd'hui solariser quantité de bâtiments. Grâce aux terres agricoles qu'on a, on va pouvoir produire de l'énergie de la méthanisation. Mais là, il faut qu'il y ait des investissements de base qui ne peuvent pas être portés par les communes, qui ne peuvent pas être portés par des opérateurs privés. Et je pense que le département peut réunir tous les acteurs pour créer les outils. Alors, est-ce que ce sont peu importe les outils, des sociétés d'économie mixte, des sociétés publiques locales, peu importe, mais créer les outils permettant d'investir et derrière de trouver un modèle économique intelligent. Très clair, merci beaucoup. On souhaite beaucoup de réussite dans toutes ces missions et merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.